Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez tous m'entendre avec une interprétation simultanée? Oui, j'imagine. Alors, oui, effectivement, je suis quand même un gars privilégié. Là. J'ai des commettants très importants. J'en vois un autre là, qui me regarde. Martin Caron était aussi dans ma circonscription. Alors, j'ai intérêt à faire les bonnes affaires. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous salue tous, là. Je ne vous nommerai pas tous, évidemment, mais vous êtes des leaders incroyables et le travail que vous faites, nous en reconnaissons la très grande valeur. Et si vous n'êtes pas là, je vais juste enlever ça parce que j'entends le son en anglais. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas grand monde qui est là. La problématique qu'on a souvent avec l'agriculture, c'est que vous êtes important, mais vous n'êtes pas nombreux comme voteurs. Donc, au niveau des politiques, d'avoir l'influence en bout de piste, c'est pas toujours facile. Je vais vous parler globalement de ma vision de l'agriculture. Vous allez voir, elle n'a probablement pas beaucoup changé depuis, je pense, ça fait 2 ans qu'on est venu vous voir. Peux-tu donner ça? Ça parle en anglais, ça parle fort en anglais. Donc, c'est ça. Donc, j'ai encore les 3 mêmes axes. Évidemment, ils se sont raffinés. Et puis, ce que j'ai le goût de vous dire au départ, c'est n'hésitez pas, comme acteur important du monde agricole, d'interpeller vos acteurs politiques, puis d'arriver avec des propositions, d'arriver avec des suggestions, même si parfois elles peuvent vous sembler farfelues. Plusieurs parmi vous ont eu des discussions avec moi, puis des fois, la proposition farfelue, quand 2, 3 autres personnes m'en parlent, mais ça finit par prendre forme, puis c'est le genre de proposition que nous, on peut pousser ensuite dans nos plateformes, puis auprès du gouvernement, visant à influencer les politiques publiques dans le bon sens, dans le fond. Donc, le premier aspect de ma vision, c'est la résilience alimentaire, l'autonomie alimentaire. Important d'être capable de nourrir notre population, d'être capable de garder aussi nos producteurs agricoles en opération. Donc, vous savez qu'on a un projet de loi qui est extrêmement important, qui est au Sénat actuellement, qui est le C-282, qui vise à protéger les productions sous gestion de l'offre de toute nouvelle concession dans les ententes internationales futures à venir. On en a déjà donné beaucoup des parts de marché et le système de gestion de l'offre avec l'équilibre des 3 piliers ne pourra plus fonctionner si on continue. Donc, c'est important. On a hâte que ça revienne. On a des contacts fréquents avec des gens du Sénat. Puis, je vous invite tous et chacune d'entre vous, si jamais vous connaissez des sénateurs, si jamais vous avez des contacts, n'hésitez pas de juste parler de qu'est-ce que c'est ce projet de loi-là. Vous avez parlé tantôt avec le ministre d'une augmentation des budgets d'Agriculture agroalimentaire Canada. Je pense que c'est fondamental. Bien sûr, vous allez dire c'est facile pour le gars de l'opposition, mais il faut quand même les augmenter, ces budgets-là, et de façon notable. Devrait être pratiquement doublé. Si on regarde les statistiques internationales, là, vous avez d'ailleurs là-dessus fait un très bon travail d'analyse au niveau de la répartition des sommes et de la répartition des investissements pour voir que, au Canada, on se fie un peu sur nos producteurs agricoles. On les prend un peu comme acquis. Je pense que vous méritez un meilleur soutien que ça. Et on avait ce matin en comité la présidente des producteurs de fraises et de framboises du Québec, puis elle a amené quelque chose de très intéressant que j'ai décidé que j'allais retenir. Elle a dit, c'est pas un soutien, c'est un investissement dans notre souveraineté alimentaire, dans notre résilience alimentaire. Je pense que ce serait ça la nouvelle façon de le voir. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Évidemment, il faut augmenter la transformation régionale. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des problématiques avec l'abattage. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais dans les régions du Québec, en tout cas, c'est une problématique assez généralisée. Puis on a même présentement, en Abitibi-Témiscamingue, entre autres, le seul abattoir de région qui est à vendre actuellement. Fait que ça crée une incertitude. Ça n'a pas de sens. Je vous ai déjà parlé de ça il y a 2 ans. Je maintiens encore que dans ce genre de transformation-là, ça prend un soutien de l'État qui sera permanent. Quelle forme ça pourra prendre? Peut-être que ces organismes-là devraient être des organismes régionaux de concertation, des coopératives, des OBNL, et que le gouvernement devrait assumer un certain temps, un certain pourcentage des coûts. On verra, mais il faut qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Ça, c'est mon temps, Pierre. Ça veut dire que mon temps, là, il n'est pas bon. Je vais l'arrêter. Je l'ai parti trop tard. Je vais me fier sur celui-là.
Donc, c'est ça, ça prend ça. Recherche et développement, la mécanisation, l'automatisation, c'est important. Je sais que les technologies ne sont pas toutes là, tout dépendant des cultures, mais il faut y mettre l'investissement. Puis là aussi, c'est un secteur où on est en retard là, au niveau des investissements dans les centres de recherche, dans les universités, les centres de cégep aussi, qui sont spécialisés là-dedans. Main-d'œuvre agricole, vous en êtes très dépendant, on le sait. Main-d'œuvre étrangère, entre autres, il faut améliorer, évidemment, les programmes. Il faut les rendre plus faciles. Puis une des façons de faire ça, moi j'ai plusieurs histoires d'horreur qui me sont racontées par des commettants, là, des inspections qu'on pourrait pratiquement juger abusives, où on demande des papiers, puis finalement, on va avoir besoin de papiers pour plus de travailleurs que ça. On va demander 4 autres travailleurs, puis ensuite on va redemander d'autres travailleurs. La solution à ça, elle est simple, moins d'inspections, mais des vraies inspections physiques qui permettraient de retirer les mauvais joueurs du circuit qui nuisent à tout le monde et de régler rapidement les inspections sur les gens qui sont honnêtes, puisque vous êtes à peu près tout le monde, vous êtes intègre là-dedans. Donc, on aurait besoin de plus d'efficacité. Gestion des risques des entreprises par rapport au changement climatique. J'ai initié une étude au comité qui est très importante, qui est fondamentale sur l'adaptation au changement climatique. Il faut revoir le partage des risques de façon collective et importante. On ne pourra pas toujours vous demander de mettre 2-3 millions dans le champ au printemps en vous disant, si vous avez de la misère au mois de juillet, appelez-nous pas, arrangez-vous avec vos troubles. Ça ne pourra pas fonctionner toujours. On l'a vu dans les dernières saisons. On a juste à regarder la température qu'il fait dehors aujourd'hui. Là. Bon, il y a bien du monde qui sont contents, il ne fait pas trop froid, mais ça va être quoi les impacts de ne pas avoir beaucoup de neige comme ça pour les champs, pour l'irrigation, pour la protection des cultures racinaires qui sont en place dans les champs? On verra au printemps. Est-ce que ça signifie qu'on aura encore des grandes sécheresses dans le nord puis des feux de forêt importants? On verra, mais il faut qu'on revoie ça de façon urgente. Je pense que ça prend un comité d'urgence et ça prend quelque chose avant 2028. Le partenariat canadien pour l'agriculture, là, qui est gelé jusqu'en 2028, il faut sortir de ce cadre-là puis être innovateur là-dedans. Le deuxième volet, je vais aller plus vite un peu, c'est le partenariat environnemental. Puis là, vous avez parlé de C234 tantôt. Je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais on a analysé la situation, puis vous savez, de toute façon, là, notre position elle a été annoncée. Là. Nous, on a décidé qu'on allait accepter les amendements du Sénat, pas parce qu'on est content de ça, mais pour concrétiser le gain que ça représente, le séchage des grains. Il fallait le créer, ce gain-là, puis ça crée le principe de l'exception agricole qui va servir de modèle à toutes les autres juridictions. Donc, parce que si on le retourne au Sénat, quand est-ce qu'il va revenir? C'est l'incertitude. Et dans quel état il va revenir? C'est l'incertitude aussi. Il faut repenser financièrement le soutien pour les innovations en agriculture dans les fermes. Il faut que ce soit décentralisé, que l'argent soit dans vos poches à vous, vous qui êtes les entrepreneurs, vous qui êtes les gens qui gèrent l'entreprise. Ça a été nommé par des intervenants précédents. On a souvent le modèle du bon grand Canada qui connaît la vérité et puis qui va lancer un programme dans lequel vous avez 3 semaines, 1 mois pour appliquer. Puis si votre entreprise a investi 2 millions l'année passée, bien, vous n'êtes pas capable d'appliquer parce que vous n'êtes pas prêt à faire un investissement, vous passez à côté du train. Moi, je pense que ça, c'est un modèle qui est pas équitable. Il faut vous donner le leadership. Et pour ça, il faut reconnaître les innovations environnementales qui sont faites sur vos exploitations agricoles et le rétribuer financièrement avec une espèce de agri-investissement qui serait des sommes à votre disponibilité pour réaliser la prochaine innovation technologique, la prochaine innovation environnementale qui sera elle aussi récompensée. Je pense que si on vous fait confiance, vous êtes les meilleures personnes pour prendre soin de la terre, c'est vous. Puis toutes les sommes, il faut les envoyer à vous autres. Il ne faut pas les envoyer à des intermédiaires. Il ne faut pas les envoyer à des études. Il faut les envoyer sur le terrain pour que ce soit concret et pratique. Mon Dieu, le temps passe tellement vite. Recherche et développement, j'en ai parlé. Bon, ça va. En tout cas, au pire, l'édition génomique, la norme biologique. Vous savez que, bon, on était pas mal tout seul là-dessus, puis ça ne fera peut-être pas l'unanimité non plus, mais nous, on trouvait que l'édition génomique, on devait avoir un registre public de ça. Le compromis final qui est sorti, c'est que c'est un truc qui est géré par l'industrie. Bon, on va donner la chance aux coureurs, on surveille comment ça se passe, mais on est très à l'affût de ça. Ce que ça a permis, c'est qu'en même temps, on a gagné le financement de l'évaluation de la norme biologique. C'est une norme gouvernementale. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'on doive se battre constamment
pour la faire financer. C'est gouvernemental, c'est ce qui permet les exportations, c'est ce qui permet qu'on se démarque les producteurs. Donc, c'est très important. Que ce soit permanent, les choses qui soient permanentes. Le dernier point que je vais aborder, puis il me reste, il faut garder 5 minutes, il va me rester 1 minute à peu près pour vous dire ça, c'est la réciprocité des normes. Il faut vraiment que les produits qui rentrent de l'extérieur respectent les mêmes normes que ce qu'on vous demande à vous. Et quand on parle de normes, on en a parlé encore au comité ce matin, on parle de normes environnementales, mais on parle aussi de normes sociales. On ne peut pas vous demander de compétitionner avec des gens qui exploitent leurs travailleurs à des très faibles salaires, alors que vous les payez au salaire qui est en vigueur ici. En plus des frais que ça vous coûte d'avoir les travailleurs étrangers, ça rajoute des frais sur l'accueil, l'encadrement. Donc, il faut que ce soit reconnu. Les tests pour ce qui rentre de l'extérieur, je pense toujours, quand on parle de ça, des tests d'ADN dans le poulet qui n'est toujours pas en vigueur. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas en vigueur. Il est prêt, il devrait être là. C'est vrai aussi sur l'homologation des produits. Est-ce que la solution pour l'homologation des produits, parce que le Canada est un petit marché, c'est une espèce d'harmonisation avec les États-Unis, peut-être c'est possible de le faire sans restreindre, sans diminuer nos exigences. Ça, on l'évaluera. Sinon, ça prend plus de ressources pour que ce soit plus rapide. Ça n'a pas de bon sens. Je vous lance quelques lignes de nos demandes prébudgétaires dans les dernières secondes de mon intervention. Le paiement pour le programme de paiement anticipé, là, je n'avais pas vu qu'il était redescendu à 100 000, là, je l'ai appris tantôt. Il faut remonter ça à 350 000, puis il faut que ça soit maintenu à 350 000. Ça, c'est très, très important. L'exemption de la taxe d'assises qu'on a gagnée sur l'hydromel, il faut que ce soit élargi aux vins de petits fruits. Les déductions pour amortissement accélérées pour vous permettre de déduire tout dans la première année quand vous faites l'acquisition. Écoutez, il y a la question de l'acquisition des terres dont j'aurais voulu vous parler, mais je manque de temps. Puis là, je vois M. Doyon au micro, je vais aller aux questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Paul Doyon, Union des producteurs agricoles. Merci à M. Perron. Bonjour. Et puis, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites, de votre vision de l'agriculture. Mais je profite de votre présence pour vous passer un petit message, parce que là, vous avez fait une liste de petites interventions chirurgicales, la C200, la protection de la gestion de l'offre, l'innovation technologique, tout ça. Mais parfois, comme décideur public, bien, ça mérite qu'on s'élève dans les airs pour regarder l'ensemble du portrait. Puis l'ensemble du portrait, c'est que l'agriculture s'endette de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui doivent aller gagner leur vie à l'extérieur. Les marges sont de plus en plus minces. Le rôle que les productrices et producteurs agricoles ont à jouer dans la société est rendu difficile. Puis l'agriculture ne fait plus bien vivre les gens qui la pratiquent. Ça fait que, moi, je pense que parfois, comme décideur public, ça mérite qu'on regarde ça de haut, qu'on dit comment on fait pour inverser la tendance. Parce que parfois, quand on a le nez près du mur, bien, on fait des petites interventions, mais on ne prend pas le temps de faire cette grande réflexion-là. Puis comme vous êtes quelqu'un de passionné, je vous invite à participer à ce genre de réflexion-là. Bien, si vous avez des bonnes discussions, des bonnes propositions à me faire, je vais être bien volontaire, M. Doyon. Merci pour la question. Ça m'ouvre la porte pour vous parler de ça aussi, parce que quand je dis... c'est vrai que ça peut avoir l'air d'une liste, là, parce que elle était encore plus longue que ça, ma liste, hein, il y en a beaucoup. mais ce qu'il faut voir, c'est que, puis je l'ai dit au début, là, vous avez un rôle qui est fondamental. Si vous n'êtes pas là, il n'y a personne d'autre qui est sur place. Et ce n'est pas normal que... Je pense que c'est 44 le nombre de fermiers au Québec qui travaillent à l'extérieur. Je ne connais pas le pourcentage au Canada, mais c'est 44 44 des producteurs. C'est presque un producteur sur deux qui est obligé d'aller travailler dans le jour. Ça veut dire qu'il a fait le train avant de partir le matin. Puis qu'en revenant le soir, il va refaire l'entretien de la ferme. Et ça prend de la passion en maudit, mais si on veut garder ces gens-là, puis ça, c'est le message que j'essaie de lancer quand je parle à des gens qui ne sont pas des producteurs. Peut-être pour ça, là, je suis allé plus précis, parce que je sais que vous êtes du domaine, mais ce que j'essaie de leur faire comprendre, quand je parle, entre autres, du partage des risques dans la production maraîchère, on ne pourra pas demander à des gens de mettre 2-3 millions dans le champ à chaque printemps en leur disant « arrange-toi avec tes problèmes rendus à fin juin, rendus au mois de juillet », parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont faire autre chose.
Et autre chose, ça peut être aussi simple que des grandes cultures. C'est très noble, des grandes cultures, mais ça en prend de la culture maraîchère. Ça peut être, ça, autre chose là aussi, ça peut être de vendre puis d'aller dans une autre profession parce que la job de jour, finalement, je n'haïs pas ça, puis c'est quand même assez payant. Tiens. D'ailleurs, je viens de voir Julie, là, je n'avais pas vu tantôt. Félicitations pour le rôle pan-canadien, Mme Bissonnette. On est bien représentés, on est bien représentés. Fait que, donc, oui, la vision, puis comme je vous l'ai lancé comme message au début, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres. On est très accessible. Puis même des fois, c'est pour nous dire des choses que vous n'aimez pas. T'sais. Si vous ne nous le dites pas, vous ne vous rendez pas service, puis vous ne nous rendez pas service non plus. Puis amenez-nous vos commentaires, puis vos suggestions. Puis c'est avec tout ça, la somme de tout ça, qui va finir par donner quelque chose de constructif, puis d'avoir une vision, puis supporter notre monde. Mais pour ça, M. Doyon, on ne passera pas à côté. Ça prend une augmentation drastique des budgets. C'est malheureusement pas moi qui ai le cordon de la bourse des mains. Merci, M. Perron. Je pense que vous reconnaissez toute sa passion. Puis oui, il va dans les détails, mais ça prouve qu'il connaît ses dossiers et qu'il travaille fort pour nous autres. Fait que merci. Merci pour ton travail. Merci.